Bonjour, bienvenue avec moi. Et puis aujourd'hui, encore une superbe interview. Vous allez voir, une interview inspirante. On va parler de différents sujets, peut-être de choses un peu, vous allez voir. Voilà, parce que aujourd'hui, je reçois quelqu'un, euh, une éveilleuse, une révélatrice, je trouve. En tout cas, pour moi, elle a été ça. Et donc, j'aimerais aussi vous faire partager un petit peu son univers. Eh bien, bonjour, merci d'accueillir Sabine Reynard. Salut Sabine. Bonjour Olivier. Je suis enchanté. On s'est rencontrés lors des conférences avec l'association Bien. On ne se connaissait pas avant. J'ai beaucoup aimé le travail, ta personnalité. Et puis j'ai été voir ce que tu faisais, ton site. Et là, moi, j'ai une révélation en fait. Euh, non, mais c'est vrai. J'aime beaucoup ton univers des mots. J'aime beaucoup. Enfin, la poésie fait partie de moi depuis très longtemps et je l'avais un peu perdu. Et avec toi, c'est revenu. Alors, j'aimerais. Ouais, c'est quelque chose. Je me suis remis à écrire de la poésie grâce à toi. Donc, ça a été une Oh, révélation. Ouais. Donc, j'aimerais que tu nous parles de ce côté-là, de toi, des mots, en fait. Comment toi, alors, peut-être te présenter un petit peu et parler des mots, ce qu'ils sont pour toi aujourd'hui. d'accord. Alors merci Olivier pour cette invitation. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Et effectivement, c'est une jolie rencontre qu'on a eu, qu'on a eu la chance de partager lors des conférences Bien. Alors, je dis que je suis révélatrice de marque et révélatrice d'être. Oups, parce que j'accompagne des personnes qui à la fois souhaitent révéler leur identité, leur univers, leur positionnement de marque. Donc, c'est plutôt là un aspect d'entrepreneuriat. D'entreprise. Et j'accompagne également des personnes qui ne sont pas forcément à leur compte, qui n'ont pas encore forcément développé leur business et qui ont envie de se retrouver, de retrouver du sens à ce qu'elles sont et de mettre du sens dans leur vie. Voilà, je crois que j'ai ce potentiel de mettre en lumière, d'aller révéler, oui, d'aller observer des choses qui sont invisibles, qui sont impalpables et qui ont besoin d'émerger à la surface pour, comme une essence en fait qu'on va mettre en valeur et qu'on va sublimer. Alors concernant les mots, les mots sont arrivés dans ma vie finalement d'une manière consciente il y a assez peu de temps. C'est-à-dire que j'étais littéraire, j'ai fait un bac littéraire, j'ai toujours écrit, c'était un outil pour moi au même titre que les couleurs, la matière, les images, parce que j'ai travaillé très longtemps dans l'univers de la communication, dans l'univers de l'art de vivre, et donc je travaillais dans des bureaux de style dans lesquels en fait je communiquais à travers les mots, les images, les matières, les couleurs, et je racontais des histoires avec tous ces outils. Et finalement, les mots n'avaient pas une importance plus fondamentale qu'un visuel ou qu'une matière ou qu'une couleur. Tout participait finalement à l'élaboration d'un concept, à l'élaboration d'une tendance et d'une histoire. Et il y a un peu moins de 2 ans, il y a 2 ans, du jour au lendemain, je me suis mise à écrire frénétiquement, jour et nuit, sans dormir. Et en 2 mois, j'ai écrit mon premier livre. J'ai présenté les 3 premières pages à des éditeurs qui ont beaucoup aimé et qui m'ont dit OK, on y va. Donc il y avait 2, 3 éditeurs en lice et puis j'en ai choisi un au final. Et donc en 8 mois, j'ai écrit 4 livres. Dont 3 qui ont été publiés par le fameux éditeur qui s'appelle donc les éditions Marie-Claire, du magazine Marie-Claire. Et ça a été quelque chose d'assez fou, en fait, une aventure fulgurante, comme s'il y avait énormément de choses qui étaient contenues en moi, qui devaient sortir avec une urgence. Voilà, c'était là, c'était le moment. Donc je n'ai fait que ça pendant 8 mois. Je me suis consacrée exclusivement à l'écriture, alors qu'auparavant, j'aimais beaucoup. J'écrivais déjà pour des concepts pour des clients, mais j'écrivais pas pour moi. Je valorisais toujours les autres et là, c'était vraiment une phase d'écriture personnelle. Voilà. Et Et c'est vrai que dans l'écriture, pardon, pour moi, c'est comme de la musique. Alors, je suis musicienne, je suis une ancienne musicienne et quand j'écris,
Ça arrive comme un jet en moi. C'est vraiment, je suis téléguidée pour écrire. Je réfléchis pas à ce que j'écris. Donc ça descend, ça arrive en moi et il y a un tempo, il y a une musicalité, il y a une vibration, une tonalité. C'est très musical. Ouais, je pense, oui, je suis d'accord, moi aussi. Les mots, il y a l'écrit, mais il y a aussi la musique. C'est important. Et pour moi, la poésie, c'est vraiment ça. Elle est importante. Enfin, elle est d'autant plus puissante si elle est dite. Elle est pas seulement faite pour être écrite, elle est faite pour être déclamée, pour s'exprimer. Donc, je pense que voilà. Et toi, justement, sur cette expression, comment alors tu dis que ça devient comme ça, peut-être il y a 2 ans. Aujourd'hui, comment tu l'as peut-être travaillé, analysé, cette expression des mots, des sons? Alors, c'est un canal. C'est-à-dire que, voilà, oui, quand c'est arrivé, j'ai pas très bien compris ce qui se passait. Ça a déferlé dans ma vie. J'ai tout arrêté. Je me suis consacrée exclusivement à ça et puis j'ai laissé faire. Et c'était assez éprouvant d'ailleurs, parce que c'est très éprouvant de sortir autant de soi en si peu de temps, quand on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas les méthodes pour accueillir ça. Et depuis, j'ai un peu dompté l'outil, j'ai dompté le flux. Enfin, en tout cas, je l'ai appréhendé, donc je le connais mieux. Et effectivement, maintenant, j'ai mes petits trucs à moi, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'écriture intuitive. Et je pense qu'on a vraiment tous cette faculté en nous, qui est d'ailleurs très bénéfique parce qu'elle permet de se libérer, de livrer des choses, de poser des choses qui tout d'un coup vont émerger à la conscience. Et quand on les écrit, c'est comme si vraiment on les ancrait et qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la dissolution, de l'expression très pure et de la libération. Donc moi, j'invite souvent les personnes que j'accompagne à passer par l'écriture. J'ai pas encore organisé de stage d'écriture intuitive, mais je pense que ça va venir parce que c'est vraiment très puissant et c'est une démarche qui est vraiment porteuse. Déjà, elle n'est pas compliquée en elle-même parce que c'est assez accessible, ça peut être ludique, on peut vraiment s'amuser avec les mots et avec cette expression et en même temps c'est très libérateur. Donc aujourd'hui je me connais mieux dans ce flow, dans ce flux de mots, donc je sais que quand une idée émerge, il faut que je note au moins le titre. Ou que je note les premiers mots, les premières phrases qui arrivent, parce que sinon après, c'est moi qui suis créative, mon premier métier c'est la créativité, la création. Je sais qu'en fait, si on n'attrape pas l'idée au vol quand elle descend, elle s'en va et elle file, elle va peut-être voir quelqu'un d'autre, je ne sais pas où elle va, mais en tout cas, elle file. C'est délicat d'aller la rechercher et de la retrouver pour vraiment la mettre en forme, la mettre en matière. Donc, quand l'idée arrive, et souvent, pour moi, ça arrive à des moments qui sont presque des moments méditatifs. Donc, quand je marche, j'ai vraiment les idées qui descendent. Alors, particulièrement dans la nature. Quand je passe l'aspirateur, parce qu'en fait, il y a quelque chose de l'ordre voilà, d'une paix intérieure qui fait qu'il y a un espace pour accueillir cette énergie-là. Au moment où je vais m'endormir ou au moment où je me réveille, ça c'est évidemment des moments clés. Et quand je jardine aussi, par exemple. Donc, ce sont des moments essentiels où je sais que potentiellement, il y a des choses qui peuvent descendre, qui peuvent venir à moi. Et si je ne les capte pas au moment où elles arrivent et elles se présentent, elles sont perdues. Voilà, donc ça, je pense que tout le monde s'y retrouvera si on s'observe un peu. C'est le même process pour tout le monde. Oui, en tout cas, moi, je m'y retrouve. Effectivement, la créativité, elle aussi, dans ces moments-là. Alors, j'avais deux questions. Parce que tu disais effectivement que quand tout ça, ça t'a pris, comment tu l'as vécu émotionnellement? Parce que je pense que forcément, ça travaille aussi sur les émotions. Et puis pour en revenir sur la créativité, et ces moments, en fait, comme moi aussi, les balades en nature, avant de dormir, enfin avant de m'endormir et au réveil, ou dans certains moments, c'est vrai que le jardinage, j'ai l'impression, moi, où c'est ce moment de lâcher prise, en fait, que la créativité se révèle. Elle est là,
mais souvent elle est enfermée, elle est contenue par d'autres choses qui sont nos pensées, notre quotidien et tout ça. Et quand il y a ce lâcher prise, hop, la créativité peut s'exprimer. Ouais. Effectivement, c'est des moments assez particuliers où finalement on a suffisamment d'espace en soi pour recevoir toute forme de créativité, dont les mots. Après, c'est un état d'être qu'on peut valoriser, qu'on peut créer à tout moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'écris beaucoup, beaucoup, et quelque part, j'arrive à écrire sur commande. C'est-à-dire que si je me mets dans un contexte qui va favoriser cet état d'être, d'accueil, de réception, finalement de liberté absolue, où je ne suis pas prise par une liste de courses, par des choses à gérer dans la logistique du quotidien, j'arrive à recréer ce moment qui est propice à l'intuition, à l'inspiration, à la créativité. Parce que pour moi, tout ça, c'est la même famille, hein. Après, c'est comme un arc avec différentes cordes, mais tout va ensemble. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur l'intuition, la créativité, l'écriture automatique ces dernières années. Et ce sont simplement des modes d'expression différents qui peuvent se combiner, se compiler à certains moments, mais en tout cas, le process, il est le même pour l'ensemble de ces outils-là. Ouais, je suis ouais, parfaitement d'accord. Plutôt, moi, je vois ça plutôt comme un instrument de musique à cordes avec différentes cordes. C'est tout ça, c'est des mots un peu différents, des, mmh, des domaines et d'une sensibilité un peu différente. Mais je pense qu'effectivement, l'intuition, la sensibilité, les émotions, tout ça font cette créativité, font que c'est cet instrument de musique qu'on joue et qu'il suffit juste d'apprendre à en jouer, à l'écouter. Et tu le dis bien, c'est important de prendre des pauses, des moments, parce que comme tout instrument de musique, ben, il faut s'entraîner, il faut prendre le temps de s'entraîner. Ben là, c'est pareil, faire des pauses pour accueillir ça et vivre ça. Je C'est pas voulais… répondu par rapport aux émotions. Ouais, C'est vrai qu'au départ, quand on n'a pas… Moi, j'avais l'habitude d'accueillir l'intuition créative et la créativité d'une manière générale, que j'appelais aussi inspiration. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis enfant, qui est naturel pour moi. Donc, le circuit, il est opérationnel, en fait. C'est une gymnastique intellectuelle. On crée des chemins qui deviennent des routes, qui deviennent des autoroutes. Et là, je dois dire que, bon, passé pas mal d'années d'expérimentation, j'ai plutôt des autoroutes qui sont super chouettes, quoi. Donc, c'est génial. D'ailleurs, pour moi, c'est vraiment l'arc-en-ciel, c'est le symbole de la créativité. C'est ce symbole, en fait, de ce qu'on peut capter de plus haut, de plus grand, qui arrive à nous dans la matière. Donc, ces routes-là, elles ont été expérimentées, je les connais bien et j'adore. Après, en ce qui concerne les émotions pures que l'écriture peut faire émerger, j'avoue qu'il y a 2 ans, quand ça m'est tombé dessus comme ça, avec cette puissance, j'ai été un peu retournée. C'est-à-dire que c'était tellement fort, j'ai laissé émerger tellement de choses qui étaient très profondes et puis pas toujours très drôles, hein, il faut le dire. Donc, si vous avez envie, vous irez découvrir mes livres, mes 3 livres. J'édite au nom de Sabine Reynard, donc c'est facile de les trouver à la FNAC et ailleurs. À ce moment-là, ça a été assez turbulent. J'ai été un peu débordée par ces émotions et le fait de les écrire m'a permis d'apaiser les choses et de les poser. Mais c'est vrai que ça peut, à certains moments, faire peur quand on a contenu une grande partie de sa vie, un certain nombre d'émotions, et que tout d'un coup, elle trouve comme une faille, comme un chemin pour venir s'exprimer. C'est un peu comme s'il y avait un espèce de trop-plein, que tout d'un coup, tout allait sortir et qu'on allait se faire déborder, qu'on n'allait plus pouvoir gérer, qu'on allait être complètement submergé. Donc, il y a une petite notion comme ça. Et puis, j'ai le sentiment qu'assez rapidement, on arrive à dépasser, on arrive à bien appréhender et à accueillir tout ça. Et finalement, on est encore plus grand et plus plein d'un panel de choses qu'on ne connaissait même pas de soi.
Ouais, je pense que ce que tu décris, c'est pour moi faire l'expérience. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait l'expérience, après, bah, c'est beaucoup plus facile, c'est plus naturel. Tu sais que tu peux le faire, tu l'as déjà fait, donc ça change effectivement les choses et après tu le vis plus sereinement. Alors, sur ce point qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est c'est toi, qu'est-ce que tu c'est cette faille, cette ouverture, ce lâcher prise sur les émotions et sur l'écriture, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça a transformé? Tout. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde les métiers qu'on exerce, on a énormément de réponses. Ça fait quand même plus de 20 ans que j'œuvre dans l'univers de la communication. Et évidemment, ce n'est pas un hasard puisque j'avais beaucoup à apprendre pour communiquer et pour m'exprimer moi-même. Donc j'ai le sentiment qu'une grande partie de cette vie professionnelle a été consacrée à l'expression et à la communication des autres, c'est-à-dire que j'ai œuvré pour que les autres réussissent à communiquer et à exprimer qui ils étaient, ou le concept qu'ils souhaitaient valoriser, ou la marque, ou le produit, enfin peu importe. Et qu'à partir du moment où l'écriture a surgi de manière personnelle pour moi dans ma vie, c'est comme si je m'autorisais à communiquer et à m'exprimer moi, pour moi, par moi, à travers moi. Donc, ça a été une révolution, puisque j'avais le sentiment, moi, d'être une gymnaste de la communication. C'était facile, je tombais assez juste avec mes clients et mes partenaires. Et finalement, je ne me montrais jamais. C'est-à-dire que je montrais la créativité qui me traversait et puis finalement cette dextérité à recevoir la bonne intuition, la bonne info, à donner le bon conseil et à guider, à accompagner d'une manière agréable. Mais j'étais assez planquée. C'est-à-dire que moi, Sabine Reynard, enfin j'étais dans l'ombre. À partir du moment où j'ai écrit et puis que ces livres sont parus, ce qui n'était vraiment pas un projet, ça n'a jamais été un rêve, je me suis jamais dit qu'est-ce que j'aimerais écrire un livre, enfin, jamais, ça n'a même pas traversé mon esprit une fois. Et quand c'est arrivé, bam, j'ai rien demandé, j'ai reçu des contacts d'éditeurs sur un plateau alors que j'avais aucun contact dans ce domaine. J'ai écrit, on m'a répondu, j'ai été publiée en 3 mois, alors que je sais qu'il y a des gens qui aspirent à ça pendant des années. Donc, c'est comme s'il y avait eu un alignement des étoiles, que je devais le faire à ce moment précis et que je devais partager ce que j'avais à partager à ce moment précis aussi. Donc, il y a eu vraiment une révolution intérieure. C'est-à-dire que tout ce que j'appliquais pour les autres, j'ai commencé à l'apercevoir et à l'appliquer pour moi et à travailler sur la gymnastique de l'expression et de la communication pour moi. Voilà. Ouais, et c'est ce que j'aime beaucoup chez toi, en fait, quand on regarde ce que tu fais aujourd'hui. Alors, je te connais pas d'avant, mais aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire cette authenticité, cette fluidité dans la communication, l'expression de ce que tu es, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Bah, je pense que c'est aussi ça, ce déclic, cette transformation, elle permet ça, et elle permet vraiment, comme tu disais, cet alignement. Alors, on l'appelle comme on veut, hein, mais entre les ombres et les lumières aussi, justement, cet alignement, ou en tout cas cette ouverture de l'ombre et de la lumière, de l'acceptation des deux. Et c'est vraiment ce qui ressort de toi, en tout cas. Moi, de ce que j'ai perçu, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est vraiment ce que j'aime, tu oses être toi. C'est un vrai chemin. J'avoue que c'est pas évident. C'est pas simple. Vraiment, ça a coincé en moi plus d'une fois parce que c'est accepter sa vulnérabilité, c'est montrer ses failles, c'est effectivement mettre au grand jour toutes ses ombres. C'est jamais très ragoûtant en fait. On n'a pas forcément envie de se présenter comme ça de prime abord. On est dans une société qui évolue, qui tend à évoluer, mais les codes, c'est quand même on est beau, on est propre, on rayonne, tout va bien.
Et quand on commence à laisser émerger ce qui dissonne, ce qui résonne pas toujours bien, la mélancolie, le doute, l'incertitude, c'est jamais très confortable. En même temps, ce que j'ai compris de ça, c'est que le chemin que j'arpentais pour moi me permettait d'accompagner d'autres personnes sur le même chemin. Et aujourd'hui, c'est vraiment ma mission d'accompagner des personnes à se présenter réellement telles qu'elles sont, c'est-à-dire dans leur nature profonde. Que ce soit pour des entrepreneurs parce que j'ai l'habitude de dire, un plombier est un plombier. Donc, si on a besoin d'un plombier, on va aller vers qui? Il y en a 30, on choisit qui? Je pense qu'on va aller choisir celui qui nous touche, celui qui nous parle, parce que concrètement, techniquement, il va faire la même chose que son collègue, mais on va aller vers la personne qui nous attire, qui présente des éléments qui vibrent avec nous, qui sont sur notre fréquence. Donc, pour moi, il y a vraiment à travailler la communication authentique, c'est-à-dire pas de la communication institutionnelle, traditionnelle, où on veut vendre à tout prix. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les communautés de consommateurs, l'envie d'adhérer à un groupe, à une idée, à un concept, elle passe par ce qu'on émane. Donc, elle passe par le vibratoire et par l'invisible. Et l'invisible, c'est les couleurs, c'est les mots, c'est la justesse en fait de ce qu'on montre. Sans mensonge, sans mentir. Donc, c'est aller trouver cette essence profonde et la présenter au monde avec humilité. Donc, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours pour les particuliers aussi qui finalement se planquent, se cachent, essaient d'entrer dans le moule, dans les cases qu'on leur propose et qui en souffrent de ne pas être dans leur vulnérabilité, de ne pas pouvoir exposer qui ils sont vraiment, de se sentir coincés de toutes parts par une place qu'ils ont choisie mais qui n'est pas suffisamment grande pour eux ou qui ne leur convient pas tant que ça. Oui, et alors justement là-dessus, tu parles d'énergie, d'invisible, de ce qu'il y a entre les mots, dans les couleurs, dans tout ce qui est aussi dans la communication, tout ce qui est non-verbal et non dit et qui passe à travers cette énergie. Là, toi aussi, tu as ce côté spirituel. Alors, j'aimerais que tu me dises ce que c'est pour toi la spiritualité et comment tu vois ça. Alors, la spiritualité, c'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent, alors qu'avant, ce n'était pas forcément un terme employé. Il y a souvent des confusions entre spiritualité et religion. Donc là, j'invite vraiment les gens à revoir les définitions parce qu'on peut être croyant et vivre une spiritualité, comme on peut être non-croyant et vivre sa propre spiritualité. Donc, il y a une histoire de foi, d'univers, oui, il y a une foi en fait en soi et en plus grand que soi et en les autres qui peut être finalement une valeur commune à la spiritualité et à la religion, mais il n'y a pas d'amalgame entre les deux à faire, c'est-à-dire que la spiritualité, c'est vraiment un mouvement à part entière qui nous permet de se connecter à soi-même, de se connecter aux autres, de se connecter à plus grand que soi, c'est-à-dire le vivant, les animaux, tout ce qui nous entoure, de manière à se sentir intégré dans une énergie commune et globale et de comprendre qu'on interagit tous les uns avec les autres et qu'on n'est jamais tout seul et qu'on est vraiment dans une grande sphère de connexion et de réseau énergétique très puissants qui nous permettent tout. En tout cas, voilà, si on y croit. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Spirituel à ma façon », justement parce que pour moi, la spiritualité est très personnelle, elle est singulière, elle est unique à chaque personne. Après, on peut se retrouver sur des courants, sur des envies, sur une même énergie, mais la spiritualité, elle est propre à chacun. Il n'y a pas de diktat, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de cases à cocher. Chacun vit sa spiritualité comme il le souhaite, comme il le ressent, comme il le veut, et c'est très personnel.
Ouais, je suis tout à fait d'accord, avec toi. C'est quelque chose de très personnel et en même temps, c'est soi dans un tout, quoi. Oui, Et des choses, que je trouve la religion essaye de mettre des mots ou des concepts sur certaines choses, pour en tout cas de mon point de vue, qui enferme, alors que la spiritualité, elle n'est pas là pour ça et elle ouvre sur justement chacun et sur ce possible et cette universalité de chacun et de tous. Alors oui, toi, tu as écrit un livre là-dessus, je mettrai les liens dans les commentaires pour les gens. Ça, c'est hyper important. Comment toi, au quotidien, tu vis cette spiritualité? alors encore une fois, j'y étais pas vraiment préparée. C'est-à-dire que je m'étais très longtemps dit athée en croyant en quelque chose d'autre, mais je ne savais vraiment pas quoi, j'arrivais pas à le nommer, c'était très flou en moi. Et n'ayant pas de culture religieuse, quelle qu'elle soit, je posais aucun mot, aucune image, aucune énergie sur ce que je ressentais parce que je n'arrivais pas à capter et à nommer les choses. Depuis quelques années, je me suis retrouvée face à moi-même. J'ai vraiment plongé à l'intérieur de moi. Ce que j'avais pas vraiment prévu de faire, mais l'écriture y a contribué aussi grandement après. Et finalement, c'est dans cette sorte de solitude intérieure. Et la solitude n'est pas du tout, c'est pas du tout un terme négatif. Hein, c'est vraiment le fait d'avancer en solo que j'ai découvert énormément de choses que je ne connaissais pas et que j'ai pu écouter le silence, entendre, voir, capter des choses auxquelles j'avais jamais eu accès parce que je travaillais à Paris, beaucoup dans l'urgence, avec des clients très exigeants, dans un univers tonitruant, extrêmement challengeant. J'avais peu de temps pour entendre quoi que ce soit. J'entendais rien même. Donc j'ai vraiment fait comme une sorte de retraite intérieure pendant pas mal de temps, hein, qui m'a permis d'accéder à des ressources dont j'avais pas connaissance et qui m'a permis de capter beaucoup plus grand. Et cette intuition dont je parlais tout à l'heure, qui était une intuition que je réservais exclusivement à mon métier, c'est-à-dire que je captais des choses, ça me semblait normal parce que je fais ça depuis que je suis enfant, de choisir la bonne couleur, d'avoir le mot juste, de choisir tel visuel plutôt qu'un autre, le cadrage de la photo, non, plutôt comme ça, plutôt que ça. J'avais des visions en fait pour les clients. Mais ça me semblait tellement normal et tellement évident. J'avais l'impression que tout le monde dans mon métier avait cette propension-là. Et finalement, tout ce que je captais spécifiquement pour une activité professionnelle, j'ai commencé à le développer d'une manière transversale pour moi et pour les autres. Alors, je me connecte aux personnes, c'est la même chose en fait, c'est de l'entraînement, c'est de la gymnastique, c'est-à-dire que depuis pas mal d'années maintenant, je m'exerce à ça et puis finalement les gens viennent me voir pour ça. Donc, je me connecte aux personnes avec leur autorisation et je capte des choses pour elles. Donc, c'est-à-dire j'ai une image en général et puis j'entends aussi des choses, des messages qui me sont envoyés pour les personnes. Donc ça maintenant c'est voilà, c'est installé dans mon quotidien. Je ne vais pas capter des choses dans la rue quand je vais croiser quelqu'un parce que j'ai une certaine protection, étant très hypersensible à fleur de peau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai travaillé longtemps dans des univers de tendance parce que je captais les courants, les tendances et que je pouvais recommander à des clients 2 ans, 5 ans, 10 ans à l'avance quelles allaient être nos nouvelles attitudes, nos nouvelles envies en tant que consommateur. Aujourd'hui, voilà, il y a tout ce travail avec l'invisible, l'impalpable, avec l'énergétique, qui demande une grande exigence et une grande rigueur pour ne pas se faire envahir soi-même, pour ne pas être pollué par les énergies des autres, pour capter et ressentir ce qui est juste et pas tout ce qui ne sert à rien. Donc, il y a un vrai job là, très subtil, voilà, que
que j'essaie de mener à bien au quotidien depuis déjà pas mal de temps. Ouais, ouais, je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'est reconnu sur cette hypersensibilité. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment une force et un cadeau, un outil important quand on arrive entre guillemets, le maîtriser, en tout cas, l'utiliser. On peut l'utiliser, on sait l'utiliser, et ça apporte énormément de clés sur soi, sur les autres, et ça permet de vivre vraiment ça au mieux. Donc, dans ce que tu me dis, l'hypersensibilité a plutôt été un atout dans ton métier. Est-ce qu'elle a été aussi un frein parfois? Alors, ça a été un atout fondamental dans ces métiers artistiques. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard. Je sais aussi pourquoi je me suis retrouvée dans ce domaine d'activité. C'est parce que justement, cette sensibilité était un atout et que je pouvais l'exprimer pleinement et que c'était une force en fait et que je pouvais surfer sur ce talent. Ce qui n'était absolument pas le cas dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que je vivais l'hypersensibilité dans la dualité, reconnue et comme un talent, comme une compétence dans un domaine, et stigmatisée comme une tare et comme je sais pas, hein, voilà, ouais, bon, c'est dit dans ma vie personnelle. Et ces dernières années, le job a été justement d'unifier, de pacifier ces deux aspects et finalement de danser, de jouer avec ces dons, avec ces potentiels qu'on a tous en nous, hein, qu'on n'exploite pas toujours parce qu'on ne nous a pas montré le chemin. Mais moi, je suis là pour ça, en fait, pour accompagner les personnes à ne plus avoir peur d'elles-mêmes, à ne plus avoir peur de leur sensibilité, à ne plus avoir peur de ce qu'elles sont, de ce qu'elles ressentent, de ce qui les traverse, et à finalement accepter de les accueillir pour finalement les dépasser dans certains cas et les transformer dans d'autres et les employer à bon escient comme une énorme puissance de vie dans d'autres cas. Oui, je pense que, et je suis d'accord avec toi, pour moi aussi, c'est la relation à l'autre qui, dans cette hypersensibilité, dans cette sensibilité particulière, est plus difficile parce qu'elle n'est pas toujours partagée, et même, je dirais, deux personnes sensibles ont des sensibilités différentes, on est tous uniques, et c'est arrivé à jongler avec ça. Pour moi aussi, ça a été quelque chose d'important et de pénible souvent avant. Et je pense, en tout cas, moi, ça a été mon cas, j'aimerais que tu me dises, toi, moi, j'ai pris une période de solitude aussi, où j'ai décidé d'être seul, de ne pas avoir de relation, en tout cas, pour revenir sur moi, revenir à moi, écouter, on parlait des ombres et des lumières, pouvoir justement travailler là-dessus et justement sur cette sensibilité. Et je pense que ça a été hyper important. Et en même temps, je pense que la relation à l'autre, elle est humaine. On est des êtres de relation. Et donc, c'est après travailler ça. Et comment toi, aujourd'hui, tu arrives à travailler là-dessus avec cette capacité? Alors, je crois que le passage en soi, de manière solo, il est quasiment incontournable. Je suis d'accord. Voilà, c'est une étape qui dure plus ou moins longtemps, qu'on apprécie, à laquelle on résiste ou pas. En attendant, c'est vraiment un moment fondamental pour plonger à l'intérieur, se découvrir pleinement, comprendre comment on fonctionne et pouvoir repartir avec ce bagage en se disant, OK, bon, maintenant, je peux aller dans le monde, je peux entrer en relation avec les autres, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais à peu près où je vais, en tout cas ce que je veux ou ce que je veux pas, ce que je choisis pour moi. Et maintenant, j'entre en relation avec les autres. Donc, alors, dans la relation avec les autres, ce qui effectivement est pas plus simple que d'entrer en relation avec soi, c'est une autre phase. Dans la relation avec les autres, j'ai trouvé que ça permettait une grande empathie, une plus grande écoute,
de l'autre, de ses limites, de ses peurs, de ses envies, de ses rêves, de ses coups de folie. Parce que quand on a traversé ça soi-même avec soi, on est beaucoup plus à même d'entendre, de comprendre et finalement d'accueillir ce que l'autre vit. Et je me suis rendu compte que les gens, quand on arrivait comme ça, finalement un peu nus, hein, après ce dépouillement de soi à soi, les personnes, ça leur ouvre un champ pour être elles-mêmes beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus elles-mêmes, beaucoup plus authentiques, champ qu'elles n'osent pas forcément explorer avec d'autres personnes qui vont être encore dans les masques, dans l'ego et dans beaucoup de jeux de personnalité. Et c'est vrai que de soi vis-à-vis des autres, il y a un certain confort et le sentiment qu'on peut aller visiter le monde et revenir à soi tout le temps. Donc il y a cette dextérité en fait à passer de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur, qui se fait d'une manière plus fluide et en conscience. Donc finalement c'est assez apaisant parce que on peut, moi je sais que je me suis vue faire des choses que j'aurais jamais osé faire il y a 10 ans, comme arriver quelque part, pas du tout le sentir, dire au revoir et m'en aller. Ça jamais je l'aurais fait il y a 10 ans parce que j'étais bien élevée, que ça ne se faisait pas et que si j'étais là, je serais restée jusqu'à la fin. Là, maintenant, je sens pas, c'est ok, c'est pas ok. En fait, à chaque instant, je me pose la question, c'est bon pour moi. Et je ne me pose plus la question de ce qui est bon pour les autres. C'est d'abord moi. Et ensuite, si c'est bon pour moi, ça collera avec ce qui est bon pour les autres. Toujours. Ça, j'y croyais pas. Hein. Il y a 10 ans, j'y croyais pas à ce truc-là. Mais réellement, après moult expérimentations, ça se passe comme ça. Si c'est juste pour soi, ce sera juste pour les autres et ce sera même encore plus juste pour les autres parce que finalement, on ne sera pas en train de faire un compromis qui nous demande beaucoup d'efforts. On ne sera pas dans le mensonge ou dans la mesquinerie de faire semblant. Donc, il y a quelque chose de plus pur et authentique qui se met en place. Ouais, oui, merci en tout cas pour ce partage. Là, ce que tu parlais au départ, pour moi, c'est important, c'est le choix. Faire ce choix en conscience, c'est quelque chose d'important, cette prise de décision. Ça renvoie à sa responsabilité. Et puis l'autre, dans ce que tu me dis, ça me renvoie au miroir. Tu vois, ça me renvoie à l'image. Le miroir, en fait, quand tu dis si je le sens bien pour moi, forcément ça va être pour les autres. Oui, parce qu'on est un miroir des autres et les autres sont un miroir de nous. Et c'est ça qui a à prendre conscience et juste voir que ben, si tu t'écoutes, et tu le disais bien, pour être en bonne relation avec l'autre, pour être en bonne communication avec l'autre, il faut pouvoir se regarder dans la glace déjà soi-même. Et ça, c'est un exercice que moi j'ai fait il y a longtemps, que je fais encore régulièrement. L'exercice de se regarder dans un miroir et dans ce qui est vraiment le plus profond de nous, de se regarder dans les yeux. Et parce que les yeux, c'est comme on dit, c'est le miroir de l'âme, c'est la connexion en tout cas avec l'âme et avec nos émotions, parce que pour moi, elle est là. Et quand on a une émotion, de se regarder, de regarder cette émotion dans le miroir, c'est hyper important. Et une fois que tu as réglé ça avec toi, mais forcément, aux autres, ça ouvre un autre champ des possibles parce qu'ils ont ce miroir avec eux-mêmes. Alors moi, je dirais, dans tout ce que tu as dit, dans la communication, dans l'empathie, tout ça, pour moi, c'est la bienveillance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autre, dans ce miroir des yeux, il voit la bienveillance de l'autre et l'écoute, eh bien, ça change tout et ça change vraiment le relationnel avec les autres. Et moi, c'est ce que j'adore aujourd'hui. Et je pense que j'avais toujours ça en moi, mais je l'avais pas vraiment accepté et ça transparaissait pas de moi. Et aujourd'hui, je l'assume complètement et avec cette vulnérabilité. Et ça, c'est important. Et j'ajoute quelque chose, c'est que je me suis rendu compte il y a assez peu de temps, j'ai fait la constatation que je vais parler pas forcément de relations personnelles, mais dans les relations, on va dire, d'accompagnement, que ce soit avec des entrepreneurs ou avec des particuliers. Je me suis rendu compte que j'allais beaucoup plus loin et on allait beaucoup plus loin lorsqu'on entrait en relation par le cœur. C'est-à-dire que moi, j'arrive, voilà,
nu, enfin voilà, à nu, quoi. Il y a une mise à nu, le cœur est ouvert, je n'attends rien et j'arrive comme ça. Si en face, il y a la même posture, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait, les cœurs vont se retrouver, se connecter. Et c'est incroyable ce qu'on peut créer quand on est dans cet état d'être et cet état d'esprit. C'est vraiment extraordinaire. Ça va toujours beaucoup plus loin que ce que, par exemple, j'ai pu avoir comme vision, ce que j'ai pu percevoir, ressentir et le cadre de ce qu'on a défini en termes de collaboration ou d'accompagnement. En revanche, lorsque l'autre ferme ou a un cœur semi-fermé et que finalement il y a de l'attente, il y a de l'injonction, il y a de l'impatience, il y a de l'envie, il y a de l'inquiétude, il y a beaucoup d'ego là-dedans, ça marche pas. C'est-à-dire que ça va pas très loin. C'est pas forcément très intéressant. On sent que voilà, ça a envie, mais c'est pas ouvert. Donc la porte est fermée, donc l'énergie peut pas entrer et finalement l'interconnexion, ce partage, cette résonance, elle est moindre parce que c'est pas fluide en fait. Il n'y a pas cette souplesse et cette fluidité de circulation d'énergie parce que la créativité, l'intuition, l'écriture, c'est de l'amour. Tout ça, c'est de l'amour. Et on le sait, hein, quand on ferme une porte, bah, tout d'un coup, il y a plus le vent ou la brise, ou je sais pas, ça passe plus, quoi. C'est fermé. Donc, bah, ça, c'est beaucoup moins évident et beaucoup moins fluide dans la connexion. Ouais. Ok, très bien. On va parler de l'amour. Alors, comme je le disais dans la conférence, pour moi, il y a effectivement deux énergies de voix, soit l'amour, soit la peur. Et on peut reprendre l'exemple de la porte. Soit tu fermes la porte, soit tu l'ouvres. Donc, l'amour, c'est cette ouverture. Et puis, la peur, c'est la fermeture, c'est tu te renfermes. Et justement, alors, tiens, l'amour, c'est quoi pour toi, l'amour? Ah ah. Alors, je te montré tout à l'heure, tu vois, c'est bien. Ah oui, Juste avant le partage, j'ai tiré une carte. J'ai demandé, en fait, le meilleur message à recevoir pour moi et pour les autres. Donc voilà le message qu'on a reçu tous aujourd'hui, c'est super beau. En fait, c'est complètement à l'image de notre partage. Donc nous sommes dans l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc voilà, elle tombe à point nommé. Alors l'amour, j'ai vraiment redéfini l'amour. Il y a 20 ans, j'avais une définition. Il y a 10 ans, j'en avais une. Il y a 5 ans, j'en avais une. Aujourd'hui, j'en ai une nouvelle. Je suis heureux de connaître la nouvelle. Alors. C'est une définition qui a pris énormément d'ampleur. En fait, elle s'est étendue, elle s'est diffusée. L'amour, pour moi, il est complètement universel et il est connecté directement à la joie. Et après, on peut définir l'amour amoureux, l'amour parental, l'amour amical, l'amour nanana, mais en fait, les fondations, c'est exactement le même, c'est la même énergie qui traverse toutes ces toutes ces manières d'être dans l'amour. Mais pour moi, c'est un amour qui est hyper joyeux, qui est lumineux, qui est respectueux. Et cet amour, on peut le trouver quasiment partout. Quand sur ma terrasse, j'ai des petits oisillons qui viennent le matin et qui chantent, qui me disent des choses que je perçois ou pas. Et là, il y a une forme d'amour en fait entre eux et moi parce que c'est hyper poétique. Je sens qu'ils me parlent et j'accueille ça et j'adore. Voilà, c'est une forme d'amour aussi de recevoir le soleil. Ce matin, j'ai dit merci pour le soleil, merci pour l'eau glacée que j'ai pris dans ma douche parce que j'avais envie d'un truc revigorant. Enfin, tout ça, c'est de l'amour. Ouais.
Ouais, je pense que c'est moi aussi. Je suis passé à cet amour. Enfin, certains amours, on avait bon l'amour amoureux, le couple, les enfants, les parents, voilà, les amis. En gros, l'amour se définit comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des amours et l'amour, c'est une somme d'amour au quotidien, tout le temps. Pour moi, c'est vraiment ça. Ça peut être des rencontres, des sourires, des oiseaux, le soleil. C'est vraiment l'amour, il est partout. C'est ce qui est important, je pense, à dire aux personnes, c'est arrêter de chercher l'amour. Il est là, en fait. Mais sauf qu'on ne le voit pas. Parce que, Ouais. d'une manière générale, on a des idées préconçues sur à peu près tout, hein. C'est-à-dire qu'on a des concepts, on nous a mis en tête depuis notre plus jeune âge des idées, des concepts, des choses à faire, des choses à pas faire, des choses bonnes et bien, des choses mal et pas bien. Et donc, on s'est construit avec ce registre-là. Et donc, on a le sentiment que l'amour, il doit être comme ci, il doit être comme ça. Et finalement, on ne sort pas de ce carcan-là, donc on a du mal à l'envisager prendre une autre forme et à se laisser surprendre par une forme inconnue. Donc parfois, on passe à côté voilà, on a le sentiment d'avoir une vie qui n'est pas agréable, avec plein de déconvenus, alors que il y a quelqu'un qui nous a fait un énorme sourire dans la rue, 4 fois on nous a tenu la porte dans la journée, on a trouvé une pièce de monnaie par terre, et tout ça, en fait, c'est des formes d'amour et ça amène de la joie. Et si à chaque fois on l'accueille de cette manière-là, ça démultiplie notre manière de voir l'amour dans la vie d'une manière générale. Ouais. On a trop tendance à juger et à s'enfermer dans des formes de croyances. Mais en même temps, les croyances, c'est comme ça qu'on fonctionne. On a besoin de croyances. Après, on peut les changer, on peut transformer ces croyances. Mais c'est vraiment ça. Et l'amour, comme je le disais, c'est pour moi la force, voilà, la force sur laquelle on va, sur laquelle il faut se concentrer et trouver ce lien permanent. Moi, j'aime bien dire, la vie, elle est simple. Elle n'est pas toujours facile, mais elle est simple, parce qu'il y a des épreuves, il y a des choses. Mais dans toute chose, il y a de l'amour. Et dans toutes les journées, bon, aujourd'hui, je ne sais pas si c'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, j'ai plus une journée de merde. On dit, ouais, j'ai une journée de merde. Aujourd'hui, ça m'arrive plus, parce que bon, j'ai des journées plus ou moins agréables, là, mais une journée de merde, ça m'arrive plus, parce qu'il y a toujours quelque chose. Il y a Oui. toujours eu de l'amour dans une journée. C'est pas possible autrement. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir une sorte de réminiscence, un regard ancien qui vient se poser sur une situation, et on peut se prendre soi-même au jeu et se dire, ah non, 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 je ne repars pas là-dedans. Alors attends, comment je regarde, si je me décale, si je fais un pas de côté, comment je regarde cette situation? Ah oui, ok, d'accord. Et hop, tu retombes directement dans une belle énergie qui est porteuse d'amour, justement, parce que toi-même, tu t'observes et tu bascules, tu switches. Donc, Ouais, c'est ce chemin. Je pense que la vie, c'est effectivement un chemin ou des chemins, suivant les croyances de chacun. Mais c'est un chemin sur lequel bah, on va faire ça. On a des apprentissages, il y a des connaissances. Le but, il n'est pas de plus avoir, enfin, d'être que dans l'amour ou de ne plus rien ressentir de négatif, entre guillemets, ou de désagréable plutôt. Mais c'est d'arriver à transformer ça, à changer ça de façon plus rapide, bah, avec l'expérience, avec les outils que tu peux acquérir, que toi tu apportes. C'est vraiment par l'écriture aussi, tu peux changer ça très rapidement. Le but, moi je connais personne qui soit enfin moi, je suis pas connu de Bouddha, alors que, mais, euh, mais qui soit vraiment dans cette béatitude, dans cet amour permanent. Je pense que ça n'existe pas. On travaille là-dessus et le but, c'est vraiment d'apporter cette transformation la plus rapidement possible dans son état émotionnel, dans son état d'amour au quotidien. ouais, la vie, c'est aussi des aspérités, c'est les irrégularités, enfin, c'est ça la vie. C'est Oui, des émotions et finalement, c'est comment on fait avec tout ça.
Est-ce que ça nous enterre pour 2 mois, 3 ans, ou est-ce qu'en quelques instants, on arrive à switcher, à dépasser et à continuer C'est ça. différemment. C'est ça. Ouais. Alors, j'avais, peut-être pour finir, pour conclure, je voulais te proposer un portrait chinois. Ah, génial! Ouais, J'adore. t'es partante? Ouais. Ouais. Alors, si tu étais un animal, Ah, la lionne. la lionne? Ah oui, Ouais. d'accord. Tiens, un élément, si tu étais un élément, tu serais lequel? La terre. La terre, hein, pour cette connexion, pour. Oui, 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 pour l'ancrage, pour l'enracinement et pour la terre nourricière. Ok. Alors, dans l'arc-en-ciel, tu serais quelle couleur? C'est quoi, toi, ta couleur? Moi, je suis rose, c'est le rose. C'est rose girly ou rose, je sais pas. Il y a plein de formes de rose. Ouais. J'aime le rose. J'en ai dans toutes les doublures de mes vestes, de mes sacs. C'est pas une couleur que je porte, mais je la porte en détail dans les Ah, doublures d'accord. de sacs, de vestes. Et j'adore cette couleur. Je trouve elle a une vibration c'est le féminin, c'est aussi le masculin. J'adore. D'ailleurs, il y a une couverture de mon premier bouquin qui est rose. Mmh. C'était très drôle de voir des hommes avec le livre sous le bras. Ça leur allait tellement bien. Je trouvais ça génial. Ouais, c'est vrai que encore une fois, une croyance, le rose, c'est pour les filles et tout ça. Et moi, j'ai eu des pulls, des chemises roses. J'aime bien aussi porter cette couleur-là de temps en temps, hein, pas tout le temps. J'ai pas toujours du rose sur moi, mais mais ouais, d'accord. Ok. Et alors, je reviens au portrait. Si tu étais une émotion, La joie. d'accord. Si tu étais un lieu, Un lieu, une forêt. une forêt, ouais. T'as la forêt à côté de chez toi? Tu te balades souvent en forêt, t'aimes ça? Non, j'essaie d'y aller le plus possible. Je suis quand même assez citadine, mais une citadine qui adore la nature. Donc, je concilie les deux. Ouais, concilier les 2. Ok. Si tu étais un objet, Si j'étais un objet, oh là là, c'est pas évident ce que tu me demandes parce que je suis assez peu bibelot, assez peu objet. Qu'est-ce que je serais? Ben, je crois que je serais une carte d'oracle, justement, tu vois. d'accord. Je serais un document imprimé. J'aime beaucoup le papier, j'aime beaucoup l'impression, j'aime beaucoup voilà, avoir quelque chose dans la main en fait qui fait sens. D'où les livres. Oui. D'accord. Une carte, Ouais, quelque un chose livre, une carte. d'imprimé. Si tu Oui. étais une personne, Bah, moi. Hein. ouais, très, très bien. Si t'étais tu me disais que tu étais musicienne, c'était un instrument de musique. Bah, la clarinette. La clarinette, tu as fait de la clarinette, c'est ça? Ouais. Ouais, c'était ton instrument. Tu en as fait longtemps? 13-14 ans. Ne me demandez plus de jouer aujourd'hui, mais ouais. Non, je vais pas te demander de jouer de la clarinette. Je suis pas sûr je sais pas s'il y en a une chez toi ou pas. Si, A si, priori, ouais. la boîte est peu ouverte. D'accord, ok. Si tu étais un aliment, Je serais un fruit, alors des cerises ou des framboises. d'accord, un fruit rouge. Ouais. Tiens, en parlant de là, ça me fait penser, toi, parce qu'on peut parler d'alimentation. Comment tu vois ça? Comment tu vis ça aujourd'hui, l'alimentation, toi? L'alimentation a beaucoup changé aussi au fil de ce chemin. Donc, évidemment, beaucoup de fruits et de légumes frais. Que j'adore aller chez le maraîcher pour choisir les fruits et les légumes. Ça, c'est un truc, j'adore ça. Parce que j'adore les couleurs, j'adore toucher les fruits et les légumes. J'adore ça. Et beaucoup de naturel, en fait. Je mange avec peu de sauce, peu de
voilà, peu finalement d'associations particulières, plus du tout de protéines animales. Voilà, c'est assez sobre, avec du chocolat quand même, du chocolat noir. D'accord. C'est vraiment mon truc. Ouais, le chocolat, ouais. D'accord. Ouais, Très noir, bien noir, ouais. bien noir, bien corsé, bien. Bien Ok. corsé. Ok, est-ce que toi, tu avais envie de rajouter quelque chose, de nous dire quelque chose? Donc, je vous rappelle aux gens, s'ils veulent te contacter, donc il y a ton site internet, les livres, je mettrai les liens. Tu as aussi une page Facebook ou Instagram, tu es pas mal Oui, sur. les deux. Ouais. Voilà, on me trouve au nom de Sabine Rainard, R-A-I-N-A-R-D, sur tous les réseaux, dans les librairies aussi. Voilà, et puis au plaisir de rencontrer des personnes dans un avenir proche ou plus lointain et de pouvoir avancer sur un chemin de découverte. Toujours dans la joie et la créativité, parce que ça c'est fondamental pour moi, c'est d'aller vers soi avec pétillance, d'aller vers soi avec spontanéité, dans la détente. J'ai vraiment envie de valoriser un parcours ludique plutôt que besogneux. Voilà, c'est déjà parfois pas évident de se rencontrer et d'aller défricher ces zones d'ombre. Donc, si on peut le faire en s'amusant, avec des ressources sympas, en fait, dans tous mes accompagnements, il y a de la cinématographie, il y a de la littérature, il y a des jeux, il y a des outils, il y a des exercices ludiques. C'est très frais. Et la semaine dernière, j'avais une patiente qui me disait j'avais l'intention d'aller voir une psychothérapeute, mais finalement, c'est quand même plus sympa ici. Et voilà, l'idée, c'est d'avancer, d'aller vers soi avec une grande justesse dans l'alignement et en même temps de le faire sans se prendre au sérieux et sans se prendre la tête. D'accord. Et justement, tiens, quel est un livre, toi, qui t'a marqué, un livre important? Un livre important, c'est Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch, qui, je le rappelle, voilà, on fait bien la différenciation entre la religion et la spiritualité. Donc pour moi, c'est un livre de développement spirituel qui est fondamental parce qu'il y a beaucoup d'illustrations et de réponses sur une tonne de questions qu'on se pose, nous, être incarnés aujourd'hui, qui cherchons nos chemins, qui cherchons du sens. Qui cherchons à aller dans une direction qui fait sens pour nous. Ouais. Ok, eh bien, merci à toi. J'étais heureux de partager ce moment avec toi, de te faire découvrir aux gens qui nous suivront. Puis s'ils veulent vraiment développer leur authenticité, révéler qui ils sont vraiment, eh bien, voilà, ils peuvent prendre contact avec toi. Tu peux t'accompagner en ligne et aussi en direct? En présentiel, en ligne, sur des consultations individuelles ponctuelles ou des accompagnements au long cours. Voilà. D'accord. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir son site internet et puis après, vous prenez contact avec elle. Vous allez découvrir un peu plus comment Sabine peut vous accompagner sur le chemin et vous révéler à vous-même. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Merci à toi, Sabine. À une prochaine fois, j'espère qu'on pourra échanger de nouveau. Et puis, merci à tous ceux qui étaient là. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager la vidéo et cet entretien qu'on a eu. Je vous dis, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.